puis maintenant, on va donc passer à un sujet beaucoup plus d'actualité par Yves Gillet qui va nous parler des risques émergents et de leurs spécificités pédiatriques. Yves, c'est à toi. Merci Justine. Donc effectivement, on change complètement de sujet. Alors, partager. Tac, tac, tac. Hop là. C'est bon le partage, ça? Oui, c'est bon, mais pas en mode. Voilà, là tu es en mode diaporama, c'est bon. On y est. Alors oui, donc effectivement, on change complètement de sujet, même si on va voir qu'il y aura peut-être des transitions vers la médecine adulte, avec la grosse différence, c'est que ça risque d'être beaucoup plus brutal et beaucoup moins bien préparé. Donc, les risques émergents. Bon, alors, d'abord, avant de commencer, un petit avertissement. Je vais vous dire un certain nombre de choses bon, on le sait particulièrement en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui assènent des vérités. Je vais essayer de ne pas tomber dans ce travers et de vous donner un peu mes réflexions, mes questionnements, mais en aucun cas sauf lorsque ça sera très, très clairement précisé, il ne s'agit de recommandations. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est discutable très largement et ça doit bien entendu être adapté à la situation, aux connaissances, à leur évolution et aussi et surtout aux organisations locales qui ne sont pas forcément les mêmes, y compris dans un même pays. Alors, de quoi parle-t-on? Un risque émergent, bon, ça rentre dans une grande catégorie. Alors, on peut mettre ça dans le fourre-tout du risque NRBC. NRBC, c'est nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Donc ça, c'est un bon moyen de faire tomber l'ambiance. Hein. C'est une connotation très très marquée, attentat ou éventuellement risque industriel, quelque chose de très brutal, très violent, mais beaucoup trop vaste. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a quand même des éléments communs, notamment en ce qui concerne les éventuelles spécificités des enfants. Donc, en fait, je vais recentrer ça sur le risque B, le risque biologique, c'est-à-dire le risque que pourrait constituer une maladie infectieuse émergente, avec deux grandes possibilités. Bon, l'apparition brutale, inattendue, dans un point du monde, et puis qui diffuse rapidement d'un nouvel agent infectieux. Normalement, ça doit vous parler à peu près, particulièrement en ce moment. Mais ça peut être aussi l'apparition d'un agent connu depuis longtemps, mais simplement, il n'est pas à l'endroit où il devrait être. C'est-à-dire, c'est un agent inhabituel à l'endroit de survenue. Alors, l'exemple le plus classique, c'est une fièvre hémorragique virale de type Ebola dans les pays tempérés, que ce soit en Europe, au Canada. Donc, dans les deux cas, on a un risque de maladie inhabituelle, plus ou moins grave. Ce n'est pas forcément très grave, ce n'est pas parce que c'est émergent que c'est grave, mais surtout transmissible. Et qui dit transmissible dit qu'il y a un risque épidémique, qu'il y a un risque pour les soignants. Donc, c'est quelque chose qui pose des problèmes spécifiques. Avec, s'il s'agit en plus d'enfants, une autre difficulté qui me semble importante. On sait que l'enfant est porteur d'une charge émotionnelle extrêmement importante, y compris pour nous, pédiatres ou spécialistes de l'enfant, que le fait que ça soit une maladie émergente, bien, il y a par définition un manque de connaissances, mais qui est peut-être encore plus marqué, ou en tout cas plus ressenti comme tel, chez les soignants d'enfants, les pédiatres. Et puis, on pense qu'il y a besoin malgré tout d'une prise en charge spécifique, avec des posologies liées au poids qui sont difficiles pour les adultes, des techniques particulières, mais aussi des moyens de protection. Et face à toute cette charge et ces difficultés, il y a un risque, à mon sens, non négligeable de déni. C'est-à-dire qu'en fait, on sait en théorie que ça peut exister, mais en fait, on nie complètement la possibilité de l'événement et surtout la possibilité que ça nous arrive à nous. Donc la possibilité d'être confronté, elle s'exprime très facilement. Quand vous demandez au pédiatre, les problèmes de maladie, l'Ebola, ça sera pour les médecins adultes, pour les urgentistes, les infectiologues adultes.
Et quand vous parlez à nos collègues d'adultes, ils vous disent, ah, mais de toute façon, la pédiatrie, c'est pour les pédiatres. Donc, les enfants, c'est pas pour nous. Et donc, chacun est persuadé que l'autre va s'en occuper, et le risque, c'est qu'il ne s'y prépare pas. Alors, bon, c'est une version un peu pessimiste, mais malgré tout, c'est quelque chose qui nécessite quand même d'être pris en compte. Et les grands principes qui ont été retenus lors de la dernière conférence de consensus ou élaboration de recommandations en France en 2021, donc très récemment, ça tenait en une phrase, c'est-à-dire qu'il faut apprendre la pédiatrie aux urgentistes et aux infectiologues et apprendre le risque émergent aux pédiatres. Alors ça, je ne peux pas faire ça en 10 minutes, mais c'est quand même vous dire un peu quelle est la philosophie. Alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues ailleurs et je vais enfoncer des portes largement ouvertes. Et il y a beaucoup d'éléments aussi qui ne doivent pas être modifiés parce que malgré tout, c'est à peu près élaboré, réfléchi, pas forcément expérimenté, mais au moins ça a été pensé. Et l'un des premiers, c'est qu'il faut faire simple. Notamment, il faut s'appuyer sur des organisations existantes, sur les points communs. Et il y a beaucoup de points communs entre les adultes et les enfants. Et c'est difficile de dire ça à des pédiatres, surtout pour un pédiatre. Mais à un moment, il ne faut pas être trop pédiatre. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un peu abandonner un certain nombre de nos idées. L'enfant est parfois un adulte en miniature. Pas tout le temps, mais il y a des moments, il faut raisonner peut-être un petit peu différemment. Alors les problèmes, il y en a beaucoup, hein, mais qu'est-ce qui, selon moi, poserait plus de problèmes? Bon, là, ce n'est pas spécifique de l'enfant, hein. La difficulté d'anticipation, bien évidemment, on n'a aucune expérience le plus souvent. Même des gens qui s'intéressent à ça n'ont qu'une expérience théorique. Donc, par définition, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que l'enfant, c'est une situation qui est plus complexe pour plein de raisons qu'on va essayer d'aborder. Et on sait aussi que les médecins référents, notamment dans les maladies infectieuses émergentes, sont des médecins infectiologues adultes, souvent extrêmement compétents, sauf en pédiatrie. Donc ça leur rajoute à eux aussi un stress très important. Il faut imaginer que le stress qu'on a, nous, à voir par exemple un patient Ebola, eux, ils ont le même stress, non pas qu'il ait une maladie Ebola, mais que ce soit un enfant. Donc il y a un risque d'erreur, un risque d'erreur dans la prise en charge, mais aussi dans les décisions prises. Et c'est d'autant plus risqué que ces médecins adultes ne connaissent pas ou peu les moyens de pédiatrie, donc ils ne savent pas quels sont les moyens disponibles. Alors, il y a des établissements de référence, hein, les ESR, les établissements santé de référence, qui sont théoriquement le lieu de prise en charge de ces pathologies, mais d'abord, ils sont parfois très loin des hôpitaux pédiatriques, ou même des services de pédiatrie d'hôpitaux généraux. Et même s'il y en a quelques ESR soi-disant pédiatriques, ils sont encore plus loin et encore moins nombreux. Donc, les difficultés sont très importantes et il faut imaginer qu'il est possible qu'une situation se retrouve dans un endroit qui n'est pas du tout prévu pour, et il faudra quand même faire en sorte de s'en occuper parce qu'on n'aura pas le choix. Alors, la première question un peu provocatrice, c'est qu'est-ce qu'un enfant? Et dans ce contexte-là, il ne faut pas oublier qu'un enfant, c'est probablement pas la même chose que ce qu'on a l'habitude, nous, de considérer comme un enfant. Alors, en fonction des organisations, on a un enfant jusqu'à 15 ans, jusqu'à 16 ans, jusqu'à 18 ans, peu importe. Ce qu'il faut quand même bien retenir, c'est que dans une situation de risque émergent, il est très vraisemblable que la prise en charge des adolescents et des adultes est la même que celle des enfants, enfants et adultes, adolescents et adultes, je vais y arriver, c'est la même chose, et que, étant donné que les structures pédiatriques sont moins nombreuses et moins équipées, elles doivent absolument se recentrer sur les situations où il y a vraiment une plus-value à être en pédiatrie, c'est-à-dire, a priori, sur la prise en charge des plus jeunes. Alors, comment on fait? C'est très, très difficile de donner un âge limite, parce qu'en plus, ça peut dépendre de la situation. Donc, ce qui a été retenu, là aussi en 2021, c'est de faire simple et de catégoriser les enfants, non pas en fonction de leur âge, mais en fonction de l'endroit où ils vivent. Est-ce qu'ils sont à la crèche ou avant, en maternelle ou en primaire? Et on considère que lorsqu'on est au collège et au lycée, globalement, on est presque un adulte et que donc on ne nécessite pas, a priori,
de prise en charge spécifique, y compris pour les posologies de médicaments, par exemple. Bon, c'est discutable, encore une fois, comme tout ce que je vous raconte, mais c'est des choses qui ont été élaborées comme ça. Alors, dans la problématique de ces patients, il y a bien entendu la détection des cas, qui doit être la plus précoce possible, parce que je vous rappelle, on est face à des maladies transmissibles, donc il est absolument nécessaire de pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible les mesures d'isolement, mais aussi de protection des soignants. Donc il faut pouvoir avoir anticipé l'arrivée inattendue, inattendue par définition, et c'est difficile, parce que cette détection peut être basée sur les symptômes, mais souvent ces symptômes sont peu spécifiques et il peut y avoir même des différences adultes-enfants qui font que ce qu'on connaît chez l'adulte n'est pas vrai chez l'enfant et vice-versa. On peut aussi détecter selon l'exposition, notamment dans les maladies d'importation. Si je reprends l'exemple d'Ebola, c'est sûr que le fait de savoir qu'il y a une épidémie dans une partie du globe, le plus souvent en Afrique équatoriale, et qu'il y a potentiellement des patients qui risquent d'arriver, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour détecter précocement ces patients. Donc, il faut poser tôt, dès l'arrivée, la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que vous avez voyagé et aux bonnes personnes. Donc, est-ce que vous avez voyagé récemment? Et si c'est oui, où, quand, comment? Il faut connaître la géographie. Bon, moi, j'ai un souvenir personnel d'une alerte absolue parce qu'un enfant revenait de Kinshasa, au Congo, à peu près 3 à 4 000 km du foyer épidémique Ebola concomitant. Bon, on a été assez vite rassurant, mais faut savoir que voilà, il y a 4 000 km entre la région des Grands Lacs et Kinshasa, à peu près. L'autre question qui est un peu plus délicate, c'est à qui on doit-on poser cette question? Est-ce qu'on la pose à tout le monde? C'est pas du tout réaliste, notamment aux urgences. Est-ce qu'on l'oriente? Là, on a le problème du politiquement correct. On n'ose pas demander spécifiquement aux gens qui physiquement ont plus de chances de revenir d'Afrique noire que aux gens d'allure européenne. C'est pas du tout politiquement correct que je sais ce que je raconte, mais je pense que dans ce genre de situation, le politiquement correct, ça peut être mortel. Donc moi, j'ai pas de scrupule à dire qu'il faut orienter les questions. Autre problématique, là aussi très précoce, quelle protection? Ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Bien sûr, ça dépend de l'agent considéré. Vous savez que pour les Covid, c'est FFP2, lunettes, pour les virus respiratoires. Mais pour Ebola, il ne faut pas oublier que c'est une combinaison complète. Que revêtir correctement un EPI, ça doit précéder toute autre action, sauf urgence vitale, et encore. Et que pour ça, il faut savoir faire, savoir comment s'habiller, mais aussi comment se déshabiller, parce que le danger est encore plus important là. Et il faut avoir les équipements à disposition tout près de l'accueil des patients. Donc, il faut les avoir et il faut savoir les mettre pour être le plus rapidement possible dans cette tenue-là. Ça, c'est une tenue standard de protection Ebola pour une simple consultation. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde de mettre ça en 5 minutes. Autre difficulté, la confirmation du diagnostic. C'est volontairement que je ne vous parle pas de cas individuels, hein, je vous parle en général, parce que les définitions de cas dépendent de la pathologie concernée. Ils sont souvent classés en possible, probable ou prouvé, le plus souvent sur la base de données adultes. Donc chez l'enfant, ce n'est pas forcément la même chose et on a souvent un diagnostic par défaut. Et le gros problème de l'enfant, c'est qu'il y a beaucoup plus de diagnostics différentiels infectieux. Vous savez que l'enfant est beaucoup plus souvent malade de pathologies infectieuses que l'adulte, et que donc, il y a beaucoup de diagnostics différentiels, et qu'en plus, les examens de confirmation peuvent être extrêmement difficiles. Un exemple, le MERS-CoV, donc le coronavirus d'avant, celui du Moyen-Orient, théoriquement, il faut faire des prélèvements respiratoires profonds. Chez un enfant de quelques mois ou quelques années, c'est pas si simple. Et puis, il faut faire attention aussi, et ça, c'est l'expérience Covid qui nous le montre, à ne pas tunneliser et focaliser uniquement sur le risque, parce que il y a aussi les autres possibilités, et c'est quand même dommage de passer à côté d'un europaludisme parce qu'on a suspecté un Ebola, quoi. Une autre question importante, est-ce que c'est un cas unique, rare? Est-ce que c'est familial? Ou est-ce que c'est une épidémie? Ça ne changera rien à la prise en charge du patient lui-même, mais ça changera tout aux aspects organisationnels, donc on pourrait en parler pendant des heures. Enfin, la clinique chez l'enfant, avec des spécificités souvent mal connues, surtout au début, là aussi on l'a vu avec le Covid,
Et il y a des éléments qui sont très importants à déterminer. Est-ce que les symptômes sont différents, et notamment est-ce qu'il y a plus ou moins de formes asymptomatiques? Est-ce qu'il y a une gravité différente? Ça peut être plus grave chez le jeune enfant ou moins grave, ça dépend. Ça peut guider aussi des décisions thérapeutiques d'une part. Utiliser des médicaments expérimentaux alors qu'on sait que ce n'est pas grave, c'est quand même plus difficile. Mais ça peut guider aussi des décisions éthiques. Si on sait que c'est gravissime, doit-on faire prendre des risques importants à une équipe entière pour une probabilité de survie de 0%? C'est une question. Je n'ai pas de réponse, mais il faut se poser ce type de questions. Est-ce que c'est transmissible? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a un risque différent? Bon, il y a toute une série de questions qui sont pas simples. En gros, est-ce que l'enfant est différent de l'adulte? La réponse est parfois oui, parfois non. Alors, pour finir, la grande question finalement, qui s'en occupe? Qui s'en occupe? Ben, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Il y a trois possibilités que j'ai développées sous forme de tableau. La première, c'est prise en charge par les pédiatres en pédiatrie, avec des avantages. Clairement, on a la prétention de penser que les pédiatres font mieux la pédiatrie, sont plus compétents, on a le matériel, et on travaille en plus dans un environnement qu'on connaît. Il y a des inconvénients quand même. On ne sait pas très bien se protéger. On n'est pas toujours très compétent en infectiologie, notamment dans ces maladies très, très particulières. On a très, très rarement, pour ne pas dire jamais, de locaux complètement adaptés. Les chambres P4 d'isolement, à Lyon, il n'y en a que quelques-unes et elles sont uniquement en service adulte. Et en plus, on va désorganiser de manière très, très importante les unités. Alors, est-ce qu'on doit bloquer complètement une réanimation qui est la seuil de la région pour un patient suspect? C'est une vraie question. Là aussi, sans réponse. Deuxième possibilité, on file ça aux adultes. Ils sont formés, ils sont compétents, ils ont des bons locaux, ils sont dans leur environnement. Ça les désorganise moins parce qu'ils ont prévu le problème. Mais bon, il y a peut-être bien une perte de chance pour les patients. Et je ne parle pas s'il y a besoin de réanimation. Aller faire de la réanimation pédiatrique à des réanimateurs adultes, ce n'est pas simple. Et en plus, ils n'ont pas le matériel, même les simples couches. Si vous n'avez pas de maternité ou de pédiatrie dans l'hôpital, ils vont être très, très embêtés avec ça. Enfin, dernière possibilité, qui a ma préférence, même si elle n'est pas si simple, une prise en charge mixte, c'est-à-dire en secteur de maladies infectieuses par des équipes pédiatriques ou encore mieux par des équipes mixtes. Bon, on a une prise en charge de qualité, des compétences partagées en infectiologie. Ils peuvent vérifier comment on se protège. Les locaux sont plus adaptés. Peut-être qu'on désorganise un peu moins. Bon, il n'y a pas que des avantages. C'est changer d'endroit, c'est changer de façon de faire. On a malgré tout moins de formation à la protection. On ne travaille pas dans notre environnement et pas avec nos équipes. Les effectifs sont très très limités, donc il y a plein de questions malgré tout là aussi. Et enfin, la dernière question, quelle place pour les parents? Là aussi, beaucoup de points d'interrogation. Pas oublier que c'est très probable dans une maladie transmissible qu'on ait des cas familiaux. En plus, l'expérience montre que c'était extrêmement difficile de séparer les familles. Donc, lors de la phase d'incertitude, lors de la phase d'investigation, la tendance est plutôt de dire on garde les parents parce qu'ils peuvent nous aider. Il faut bien faire attention une fois qu'ils sont malades, notamment s'il y en a un qui est beaucoup plus malade que l'autre, les mettre en même temps dans la même chambre. Vous imaginez ce que peut donner pour un enfant de voir son parent en train de mourir. C'est pas si simple et c'est un euphémisme. Donc, ce qui est recommandé, notamment aux USA, mais ils ont des moyens, c'est de favoriser les contacts par des moyens technologiques, des vidéos, des chats, tout ce que vous voulez. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai contact malgré tout. J'aimerais mieux vous voir en vrai pour ne rien vous cacher. Voilà, je termine avec les erreurs selon mon opinion. Là aussi, très discutable. La première, à mon sens, c'est vouloir former tout le monde. C'est une fausse sécurité. Tout le monde sera mal formé probablement et notamment, ça sera extrêmement difficile, voire impossible de maintenir des compétences. À mon sens, il faut des équipes dédiées. Mais ça plaît beaucoup aux politiques et aux directeurs. On a formé 150 personnes. Oui, d'accord. Bon, c'est le b.a.-ba de la formation, mais ne pas commencer par se protéger. Pas oublier que certaines maladies sont un risque vital à la moindre erreur et comme on ne sait pas faire, on en fait tout de suite des erreurs. Et l'autre erreur, c'est vouloir gérer l'ultra improbable avant l'improbable. Moi, j'étais à des dizaines de réunions
Comment on fait pour, si on a un prématuré, nouveau-né, qui accouche inopinément aux urgences avec un Ebola, je pense qu'il vaut mieux d'abord essayer de voir comment on pourrait faire avec un enfant qui arriverait sur ses 2 pieds, ou voire un adolescent. Je pense que déjà ça, on aurait du mal. Et l'ultra improbable, clairement, il est probable qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, pas au début. Voilà, en guise de conclusion, il faut anticiper, ne pas se dire que ce n'arrivera jamais. Si possible, se former et travailler en commun, notamment avec les équipes d'adultes. Il faut former les secours de l'avant à la pédiatrie, mais il faut aussi que nous, pédiatres, nous nous formions à ces techniques pour, et je l'espère sincèrement, ne jamais nous en servir. En tout cas, je suis certain que ça ne sera jamais comme c'était prévu, mais il y a un mais. Voilà, je vous remercie. Merci Yves pour cette présentation. On reconnaît la patte d'Yves Gillet, même si on ne l'avait pas en photo, on saurait que c'est lui. Yves, je ne sais pas comment je dois le prendre. Comme d'habitude, Yves. Alors, avant les questions, il y a une remarque intéressante d'Anita, une externe, qui dit « Les pédiatres ont, dans le cadre de la pandémie, pris en charge des adultes. Les paradigmes changent. » C'est une belle réflexion. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, et c'est un peu le thème. On a l'habitude, malgré tout, et peut-être plus que les adultes en général, de gérer des épidémies. Et gérer des épidémies d'infections virales, on fait ça tous les hivers, donc ça nous a posé paradoxalement moins de problèmes, on a l'habitude de s'adapter. Mais bon, il y avait aussi le fait, il ne faut pas oublier ça, que les pédiatres ont été très, 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 très épargnés par la pandémie de Covid, ce qui n'est pas du tout le cas de nos collègues d'adultes. Donc, bon, c'était la moindre des choses que de pouvoir les aider. Alors, il n'y a pas de questions qui nous arrivent sur le chat. Moi, j'en ai une, Yves, quand même. Tu dis qu'effectivement, la conclusion est quand même optimiste parce que tu dis qu'on espère qu'on le verra jamais et qu'on ne le vivra jamais. Et il y a toujours le mais de l'histoire dont on ne sait pas sans la boule de cristal. Je voudrais quand même revenir sur la formation parce que quand on a entendu nos amis libanais lundi en conférence plénière nous parler de l'après-explosion, ils nous disaient combien la formation était importante et ils ont vraiment axé sur la formation. Se former pour quelque chose d'improbable ou de tellement, enfin on espère improbable, et tu parles quand même de maintien des compétences. On ne peut pas faire de retour d'expérience de situations qu'on n'a pas véritablement vécues. Comment on maintient un état de veille quand même sans mettre une pression, sans tomber dans l'exacerbation de former 150 personnes à l'habillage ou des habillages? Comment quand même dans les équipes on peut maintenir une vigilance par rapport à ça? Moi, je pense qu'une des premières étapes, c'est de lutter bec et ongle contre le déni. Pas dire ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire s'imaginer et que chacun s'imagine dans son lieu de travail, dans sa spécialité, si jamais ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Et rien que ça, c'est l'acquisition de ce que j'appelle habituellement une culture. Se dire que peut-être un jour, j'aurai besoin de changer. Après, ce qui fera que ça marche ou pas, et tu as tout à fait raison, on ne peut pas l'anticiper, c'est ce qu'on appelle l'intelligence opérationnelle, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de changer de paradigme? Moi, je suis très optimiste. Je pense que les médecins en général, les soignants en général, et ils l'ont montré ces derniers mois, mais les pédiatres peut-être encore plus, on a l'habitude de passer quand même de quelques kilos et quelques mois à 18 ans. On a parlé de transition. Bon, la transition entre un nouveau-né et un adolescent, on la fait tous les jours. Et ça, on sait faire. Donc moi, je suis très optimiste sur la capacité des soignants de pédiatrie à s'adapter à des situations inattendues et imprévisibles. La seule condition, c'est de se dire, ça peut arriver et ça m'arrivera peut-être à moi, même si je ne suis pas spécialiste. Merci Yves. Je ne sais pas s'il y a des questions, Justine. Moi, j'ai rien sur le chat qui arrive. Il y a juste pour terminer, un petit commentaire de Pascal Haro qui dit finalement, c'est un peu ce qu'on a fait lors de la première vague Covid. On s'est adapté sans mode d'emploi. Et je pense que ce sera une bonne conclusion. Une bonne conclusion. À tout à l'heure, Yves, parce que tu reviens pour clôturer l'après-midi. Je te rappelle. Je vais rejoindre Jean-Marie, donc je vais changer de pièce. À tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure, Yves.